Avec l'arrivée de plus en plus de moniteurs 4K à des prix abordables, BenQ m'a proposé de tester leur dernier modèle, sorti sur cette résolution, proposé à 449 €. Et c'est pas forcément un moniteur gaming qui nous propose ici, parce qu'il ne dépasse pas les 60 Hz, mais il cherche plutôt un équilibre entre divertissement, productivité et du gaming occasionnel. Ce qui correspond plutôt bien à mon cas, parce qu'au final, le gaming, j'en fais plus beaucoup, mis à part faire des benchmarks. Parce que entre le taf, la vidéo YouTube et moi, le temps que j'ai pour me reposer et me caler à côté, ça laisse très peu de temps pour le gaming. Enfin bref, après avoir passé une semaine avec cet écran, je vous fais un petit retour sur le BenQ EW2880U 4K et HDR et je vous parlerai de ce que j'en pense et si ça vaut le coup si vous êtes dans le même cas que moi. Sur le papier, l'écran est vraiment pas mal. 28 pouces, dalle IPS, HDR10, une bonne connectique avec de l'USB-C qui fait alimentation 60 watts et un DCI-P3 à 90%. Et tout ça, ça fait un plutôt bon écran pour le travail avec de bons angles de vision, des couleurs assez fidèles à la réalité pour faire un petit peu de graphisme, de montage ou des choses comme ça. Après qu'on soit d'accord, c'est pas un moniteur qui est professionnel dans ce domaine, ils vous coûteront beaucoup plus cher, mais déjà c'est pas mal d'avoir ce genre de certification. Niveau qualité de construction, on est sur quelque chose qui est entièrement en plastique, ou presque sur l'extérieur, mais c'est relativement bien fait, il est rigide, ne quitte pas dans tous les sens qu'on manipule. Niveau navigation, tout se passe sur le côté de l'écran avec un joystick et plusieurs boutons de raccourci, donc quelque chose d'assez classique et quelque chose de bien fait. Si vous demandez, il y a aussi un petit capteur en bas de l'écran, c'est le petit truc que vous voyez juste en dessous. Il contient le récepteur infrarouge pour la télécommande, ainsi que des capteurs de luminosité pour une fonctionnalité bien spécifique. C'est le Brightness Intelligence Plus qui fait partie de la suite iCare de BenQ et qui va permettre de gérer dynamiquement la luminosité de votre écran et ou les températures de couleur en fonction de votre environnement. Si vous êtes sur Mac, c'est un petit peu un True Tone directement intégré à l'écran. C'est pas forcément des plus pratiques quand vous voulez vraiment avoir des couleurs calibrées et qui ne changent pas, mais par contre quand vous allumez votre écran à 3 h du matin, ça peut sauver vos yeux. Et pour l'avoir testé sur une journée de travail, ça fonctionne plutôt bien. Au fur et à mesure de la journée, l'écran baisse ou se réduit en luminosité en fonction de la luminosité de votre pièce. Et ça évite notamment d'avoir pas mal de fatigue sur les yeux en cette période d'hiver où la nuit tombe vite. Et puis si jamais c'est pas activé par défaut et ça s'active, se désactive dans les paramètres. Le petit plus de cet écran par contre, ça va être le réglage HDR dynamique. C'est la technologie HDRI de chez BenQ, c'est notamment le petit bouton que vous voyez en bas à droite de l'écran. Et là vous dites, ce petit bouton va pas servir à grand chose. Et c'est là que vous vous trompez parce que l'intérêt de ce bouton, c'est justement d'exister. Et avec ce HDRI, vous avez droit jusqu'à 3 modes de HDR. HDR classique, HDR cinéma et HDR game. Le HDR game et le HDR cinéma vont faire en sorte d'optimiser les couleurs et les contrastes en fonction du scénario dans lequel vous êtes. L'activation de ce genre de fonctionnalité est d'ailleurs très simple, on a juste à appuyer sur le bouton et ensuite se trimballer avec la commande ou appuyer plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner votre mode. Ça peut aussi se gérer via les paramètres qu'on peut activer via la télécommande si jamais vous êtes dans votre lit et que vous avez la flemme de vous lever pour lancer le mode HDR. Mais cette technologie, en plus des contenus HDR, peut aussi être émulée sur les contenus type SDR, donc non HDR. Par contre, c'est émulé ici parce qu'on va pas avoir toute la plage de couleurs dynamiques comme on peut l'avoir sur le HDR. Ça va essayer de faire le meilleur boulot avec ce qu'il peut, mais n'attendez pas à quelque chose qui est extraordinaire à ce niveau. Pour ma part, c'est un petit peu gadget, ça, même si pour certains jeux vidéo, je peux comprendre que avoir des couleurs plus vives, des contrastes plus forts peut vous aider pour la détection de mouvement par exemple. Après, ça reste une histoire de goût et de couleur, et moi personnellement, je préfère avoir l'option que ne pas l'avoir. Voilà, plus de choix, c'est forcément plus de pouvoir à l'utilisateur. Mais bon, trêve de bavardage, je vous montre ça avec quelques petits exemples qui sont HDR, non HDR, et aussi quelques petits jeux vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de vos goûts et vos couleurs. Au final, il y a des résultats qui sont plutôt intéressants en fonction de ce que vous regardez, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez. Concernant les jeux, sur Halo Infinite qu'on a essayé, je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal quand on est en scénario un peu ouvert, très éclairé. Ça donne un petit peu cet aspect cinématique avec le HDR game. Par contre, dès qu'on rentre sur des décors qui sont beaucoup plus sombres, et là ça devient compliqué à voir avec ces vraiment noir profond qui englobe un petit peu tout l'écran. Donc là, il faut revenir au mode standard. En tout cas, c'est suffisamment simple à activer et désactiver pour pouvoir s'en servir régulièrement. Et je vous avoue que sur la fin, Halo Infinite tournait plus en mode HDR game que en mode classique où je trouvais au final un petit peu plat au niveau des couleurs. Concentrons-nous maintenant sur ce qui m'intéresse vraiment avec cet écran,
le travail. Je suis personnellement très curieux à ce niveau-là parce que j'ai l'habitude de travailler avec des écrans ultra wide, que ce soit sur mon setup à côté de télétravail ou encore au bureau où j'ai aussi un écran ultra wide pour travailler. Donc repasser sur du 16:9 ici et essayer de travailler avec, et ben ça me faisait quand même assez peur. Et au final, mes craintes, j'y suis plutôt passé au travers parce que c'est plutôt pas mal. La résolution supplémentaire me permet de caler plus de choses. Au final, ici, un quart de mon écran, et ben c'est du 1920 par 1080. Donc en soi, je peux avoir mon code sur une grande partie de l'écran, mon terminal et mon navigateur pour pouvoir travailler, et ben avec tous les outils dont j'ai besoin. Un peu de la manière dont je le fais sur mon écran ultra wide. Bon, par contre, faut l'avouer, je suis pas aussi à l'aise qu'avec un écran ultra wide, mais l'alternative se fait très bien, à condition par contre d'avoir de bons yeux, parce que souvent c'est écrit assez petit. Par contre, après, si vous êtes graphiste, vous travaillez sur des photos, etc., des choses comme ça, et ben là, ça va être très intéressant parce que la dalle 4K va vraiment permettre d'aller zoomer loin sur les choses et de voir les moindres détails sans forcément trop zoomer dans certains moments. Et c'est un confort qu'on n'a pas forcément avec les dalles de définition moindre. Pour ce qui est du montage vidéo, c'est cool de pouvoir avoir enfin ces rushs en qualité maximale, parce qu'au final ici je tourne en 4K et j'exporte en 1080 histoire que ce soit pas trop. Mais venant d'un autre écran 16:9 pour ce bureau là, ça m'a pas changé énormément de choses au final. Certes, j'ai plus de résolution ici, mais Premiere Pro n'est pas forcément capable de tirer parti de toute cette résolution là, alors qu'avec un ultra wide je peux vraiment étirer ici ma timeline. Ou soit garder la même taille d'écran, mais par contre à côté d'avoir un petit navigateur qui me permet de rechercher des visuels, des effets, etc., etc. Donc tout dépend de ce que vous faites, ce que vous avez comme alternative, mais si vous avez d'assez bons yeux et seulement de la place pour un écran 16:9 de 27 pouces, et ben le passage vers une résolution supérieure comme la 4K vous permettra de gagner un petit peu en productivité. Vous l'avez vu juste avant, cet écran s'en sort plutôt bien pour tout ce qui est travail ou encore divertissement. Mais par contre pour ce qui est du gaming, il manque quand même quelques cordes à son arc. C'est notamment la dalle 60 Hz en 4K qui n'aide pas forcément dans ce scénario là, parce que c'est assez difficile de faire tourner ces jeux dans ces résolutions là si on n'a pas une grosse carte graphique, même si le DLSS et le FSR aident beaucoup aujourd'hui avec les jeux vidéo. Mais par contre si vous avez un monstre de matos pour faire tourner cette résolution là, ça va être hyper bien pour tout ce qui est jeu contemplatif. Et là vous allez en prendre plein la vue avec le 4K, les petits détails, la définition, tout ça, surtout que le moniteur est aussi équipé de FreeSync, ce qui vous permet d'éviter les screen tearing, etc., les choses comme ça. Et là par contre pour ce genre de jeu vidéo, 60 FPS c'est plutôt la norme à ce niveau là. Donc là l'écran ne dérange pas forcément dans sa conception. Donc cet écran va être très immersif si vous jouez à des jeux comme The Witcher, Assassin's Creed, Tomb Raider ou encore les derniers Red Dead Redemption. Après il y a plein d'autres titres, mais bon sur ce genre de moniteur ça va rendre exceptionnellement bien. Par contre si vous êtes un joueur plus e-sport et notamment orienté shooting, cet écran ne vous apportera pas le confort d'un écran gaming. Le framerate qui est un petit peu lent si vous avez l'habitude d'avoir plus, et le ghosting va faire en sorte que l'expérience ne soit pas forcément les plus agréables possibles. Donc si vous jouez principalement à ces jeux-là, vous allez voir très vite la différence entre ces différents écrans. Après si c'est pour le faire que de temps en temps, rassurez-vous, ça se passe très bien. Moi personnellement, je suis toujours aussi nul en 60 Hz qu'en 144 Hz, et ça change pas vraiment à mon niveau. Donc pour y jouer une fois de temps en temps, bon ça ne gênera pas forcément. Comme on a pu le voir, l'écran n'est pas non plus sans défaut. L'e-sport c'est pas forcément son fort, et c'est normal parce qu'il n'est pas construit sur ça, mais il dispose aussi d'autres petits détails qui sont un petit peu dérangeants. La première chose qui m'ennuie pas mal de mon côté, c'est qu'il n'y a pas de hub USB et de KVM intégré. C'est personnellement quelque chose que je regrette parce que dans mon cas c'est quelque chose qui est très utile. Je switch assez régulièrement entre mon PC et mon MacBook, et avoir quelque chose qui permet de switcher automatiquement en fonction de la source qui est sélectionnée, pour moi c'est devenu pratiquement vital. En tout cas je trouve ça dommage d'avoir mis de l'USB-C et de pas pouvoir tirer parti de toutes les fonctionnalités qui sont liées à celui-ci. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de HDMI 2.1. L'écran est équipé d'un port HDMI 2.0, ce qui en soi n'est pas forcément dérangeant parce que le HDMI 2.0 peut faire tourner du HDR en transmettant un signal 4K à 60 Hz. Donc en soi, il y a tout ce que cet écran a besoin. Mais le HDMI 2.1, outre ses 120 FPS, propose aussi quelques fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes, notamment pour les joueurs console ou l'électronique qui gère de la vidéo. C'est sûr que c'est dommage de ne pas le voir ici, mais c'est pas non plus très dérangeant en fonction des spécifications de l'écran, mais ça peut être un deal breaker sur certains qui voulaient vraiment utiliser certaines fonctionnalités du HDMI 2.1. Et je pense aussi que c'est lié au prix parce qu'à 449 €, ça va être compliqué de mettre du HDMI 2.1 quand on voit tout le processing qu'il faut derrière. L'intégrer aurait coûté quelques centaines d'euros en plus, ou soit enlever des fonctionnalités assez intéressantes de cet écran pour au final juste avoir ce connecteur là. Donc bon, c'est plus une histoire de choix que vraiment un défaut, mais bon, faut quand même le savoir. Et la troisième chose, c'est au niveau des haut-parleurs de l'écran qui remplaceront pas des haut-parleurs PC ou bien un casque. Et pour être honnête, les haut-parleurs sont loin d'être catastrophiques, ils sont tout à fait utilisables dans l'utilisation de séries, de jeux vidéo. Par contre, pour la musique, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout si vous êtes un petit peu audiophile et vous avez l'habitude d'écouter des choses sur des bandes enceintes, là, ce sera vraiment des choses qui sont plutôt dédiées à faire de l'appoint. Vous avez plusieurs modes différents qui sont disponibles. Moi, personnellement, le préféré, ça va être le mode cinéma, parce que c'est celui qui est un petit peu le moins plat, j'ai l'impression. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas un petit paramètre equalizer, qu'on puisse gérer un petit peu les choses en fonction de ce qu'on aime. Est-ce que c'est classifié? Parce que je n'ai pas toutes les informations. Major, c'est de la folie. Je vois des parias. Il y en a partout.
Mais en soi, si vous prenez ces haut-parleurs comme des haut-parleurs d'appoint, et ben moi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. La spatialisation est vraiment pas mal. J'ai joué avec Halo avec, et ben j'ai une bonne expérience. J'ai regardé une série avec, j'ai une bonne expérience. Mais par contre, pour tout ce qui est écoute de musique, ça je déconseille clairement. Et puis si vous avez déjà des enceintes, ben branchez-les à l'écran parce qu'il y a un petit port jack qui est là à cet effet. Bon, c'est loin d'être le meilleur, mais c'est très loin d'être très mauvais. On se situe dans une milieu de gamme ici qui est plutôt pas mal. Et franchement, pour le prix, ben, c'est plutôt respectable. Alors, est-ce que cet écran arrive à équilibrer la force dans les différents domaines? Eh ben, je dirais plutôt que oui. Même si ce moniteur BenQ 4K n'est pas parfait, il remplit plutôt bien le contrat initial avec une expérience qui est plutôt pas mal pour le travail, une expérience qui est bien pour le divertissement et une expérience qui est plutôt pas mal si vous jouez au bon jeu sur cet écran. Les jeux du coup plutôt contemplatifs. Et surtout, il coûte pas excessivement cher selon les 449 € qui m'ont été communiqués par BenQ. Donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Le genre de situation où ça va être particulièrement intéressant, c'est si jamais vous en servez comme télé annexe dans une autre chambre ou dans un autre bureau où vous passez du temps à vous divertir et à travailler. C'est là qu'on va vraiment pouvoir tirer parti d'une telle définition. Et puis une fois que vous avez fini de travailler, c'est là où vous allez pouvoir utiliser le HDR pour avoir vraiment une belle finesse de couleur et de 4K pour avoir une belle finesse d'image. Donc au final, pour moi, à 450 €, ce moniteur est très intéressant. Mais par contre, il va pas falloir dépasser les 490 € pour celui-ci. Sinon, il y a de meilleures alternatives qu'on trouve sur le marché. Comme par exemple le LG Ergo Ultrafine 32 pouces qui aura plus de certification et plus de fonctionnalités pour un prix étant assez proche à 550 €. Mais bon, après, si l'écran de BenQ reste à 450 €, c'est quand même un très bon compromis. Donc si vous avez besoin d'un écran avec de l'USB-C qui est polyvalent au niveau du travail, au niveau du divertissement et aussi des jeux vidéo, surtout si vous faites de temps en temps des jeux vidéo contemplatifs, et ben c'est clairement à compter dans vos options. Et en plus à 449 €, il reste dans une moyenne qui est assez basse au niveau des écrans 4K de qualité. Donc voilà, ce sera tout pour moi et pour la review de ce produit BenQ. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!